Ok, donc on reprend sur le guide Survivre en PHP, qui est le premier cours de NFA 017. On s'était arrêté aux boucles, à la première boucle, la boucle while. Je vais aussi, donc en complément de la boucle while, vous parler d'une variante, c'est la boucle do while. Pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire, on avait fini par la boucle while qui consistait à écrire plusieurs fois une phrase. Par exemple, je dois apprendre correctement mes leçons de PHP 100 fois ou 1000 fois, 10 000 fois. Maintenant, on va faire la différence avec la boucle do while. La différence, elle consiste au fait qu'en faisant un do while, vous assurez que quoi qu'il arrive, le code à exécuter s'exécutera au moins une fois, même si la condition est fausse. Si là je mets, par exemple, pour la boucle while, nombre plus petit ou égal à moins 1, bah vous allez voir que si j'exécute ce code, il va rien se passer. Voilà, il se passe rien. Parce que la condition est fausse d'entrée. Nombre est égal à 0, et là je teste si nombre est plus petit ou égal à moins 1. Il est plus grand que moins 1 puisqu'il est égal à 0. Tandis que si je fais la boucle do while, alors la boucle do while, elle commence comme ça, do. On ouvre les crochets, on les referme tout de suite. Voilà, on fait comme ça. Là, on met le code à afficher. Voilà, on le transvase ici. Do echo ligne $nombre, je dois apprendre correctement mes leçons de PHP. Pardon, nombre plus plus, tant que while nombre est plus petit ou égal à moins 1. Donc ça veut dire que là, concrètement, d'entrée, dès le début, la boucle est fausse, puisque nombre est égal à 0. Bien malgré ça, vous allez voir qu'il y aura au moins une ligne décrite. Vous voyez, ligne 0. Je dois apprendre correctement les leçons. C'est la différence entre la boucle while simple et la boucle do while. Voilà, ça peut vous être utile dans certains cas. Maintenant, on va passer à la boucle for. La boucle for, pour écrire par exemple 100 fois une ligne, c'est beaucoup plus pratique que la boucle while. La boucle for, ça marche comme ça. Vous faites, bon, je vais vous le faire à la main, for, vous écrivez, pardon, j'enlève ces commentaires, for, ouvrez les parenthèses, on les ferme, $i égale 0, point virgule. Là, on a déclaré la variable $i. $i plus petit que, admettons, 100, point virgule, $i plus plus. Voilà. On ouvre les crochets, on les ferme aussitôt. Voilà. Et là, le code à exécuter. Alors, par rapport à while, finalement, c'est plus rapide. Il n'y a pas eu à déclarer la variable à l'extérieur de la boucle. À l'intérieur, on a écrit $i. $i, c'est finalement une convention, hein. Vous pouvez écrire ce que vous voulez à la place, hein. Mais en général, une boucle for, on met $i. Le i comme int, c'est-à-dire qu'on s'attend à avoir une variable de type int, comme je vous ai expliqué dans la partie 1. Voilà. Ensuite, $i est plus petit que 100. Et $i plus plus, je vous ai expliqué que plus plus, ça voulait dire à chaque itération, on augmente de 1 la variable. Voilà. Donc là, c'est la même chose. Si j'écris par exemple echo salut 10 fois, on va pas. Voilà, vous avez compris l'exemple. Eh bien, vous allez voir apparaître. Voilà. Le salut 3, 6, 9, 10 fois. Voilà. Ça, voilà. Vous le faites comme ça, i égale 0, ou alors vous faites i égale 1. Et dans ce cas-là, vous faites plus petit ou égal à 10. Et vous aurez quand même vos 10 itérations. Voilà. Ça, c'est la boucle for. Maintenant, je vais regarder dans le polycopier où on en est. Do while, la boucle for, on l'a vu. La boucle for each. Voilà. Alors la boucle for each, on va insister dessus. Je vais peut-être faire plusieurs exemples même, parce que vous allez la manipuler constamment. Tout comme la boucle for, mais la boucle for, bon, ça c'est simple, hein. La boucle for each, vous allez voir, c'est très important, et c'est à combiner, c'est à utiliser avec les tableaux associatifs. Je vais effacer tout ça. Le tableau associatif, pour rappel, ça va être par exemple $voiture, non, $utilisateur, on avait pris comme exemple. $utilisateur est égal à array
Et puis on avait dit nom du pont, si je me souviens bien, on avait fait quelque chose comme ça. Nom du pont, prénom, eh bien Jean, âge, je l'ai réécrit, le tableau associatif, je le réécris, âge 25, ville, voilà. On va mettre pour changer, allez, Mont-de-Marsan. Pourquoi toujours les grandes villes? Une fois, on va prendre une ville de province, Mont-de-Marsan, voilà. Eh bien, comment on peut faire, je vous ai dit, pour afficher parcourir tous les éléments, chaque élément du tableau. Savoir récupérer nom du pont, prénom Jean, âge 25, ville Mont-de-Marsan. Eh bien, il suffit d'utiliser une boucle for each. Je vais vous montrer ça. On tape for each, on ouvre la parenthèse, on va ouvrir les crochets tout de suite. Voilà, la boucle for each, c'est for each le nom du tableau, donc ça va être $utilisateur. Après vous écrivez as, le mot-clé as. Après clé, une flèche, valeur. Voilà. Alors, en gros, ce que je vais expliquer là, c'est que on dit pour chaque, en français, pour chaque ligne du tableau utilisateur, telles que les variables déclarées clés, qui correspondra à chaque fois aux clés de chaque ligne, et valeur qui correspondra à la valeur de chaque ligne. Et à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Il va s'opérer une boucle sur chaque ligne, chaque couple clé-valeur de votre tableau, et ils vont être, vous allez pouvoir faire une action sur chacune de ces lignes. Par exemple, le cas simple, on va écrire echo, par exemple, dollar valeur. Dollar valeur, on concatène, on ouvre les simples guillemets, un espace, non même pas d'espace, juste, voilà, on saute la ligne. Voilà, si je fais ça, on va lancer le code, il va faire donc for each utilisateur pour chaque ligne du tableau utilisateur tel que les clés du tableau seront représentées par la variable clé et les valeurs de chaque clé par la variable valeur. Et bien on dit que à chaque fois on écrit echo valeur, donc echo la valeur de chaque ligne. On regarde le résultat. Voilà, Dupont, Jean, 25, Mont-de-Marsan, ça s'affiche. C'est à ne pas confondre bien sûr avec ce que je vous avais montré en partie 1, les pré et printer utilisateurs. Là, c'est pour débugger le contenu de la variable. Dans ce cas, ça apparaît, vous voyez, sans police particulière et avec le couple clé-valeur à chaque fois. C'est pas utilisable en code. Tandis que là, je peux écrire, je peux faire des calculs, plein de choses. Pour ça, je vais vous montrer, par exemple, pour exploiter, on n'a pas exploité la clé, on peut marquer echo, tout simplement, $clé, d'accord, clé, hop, on fait un point de concaténation, un espace, deux points, on ferme l'espace, et le petit point, voilà. Je vais recommander mon débugage, voilà. Voilà, vous allez voir tout ça tout de suite. Voilà, nom, Dupont, prénom, Jean, âge 25, ville, Mont-de-Marsan. Vous voyez, on parcourt le tableau entièrement et on exploite les données qu'il y a à l'intérieur. Voilà, cette boucle, c'est très important. C'est très très important. Avec ça, vous allez faire plein de choses. Et les tableaux associatifs, vous allez en utiliser constamment. On va aller plus loin. On va vous montrer, je vais vous montrer ce que sont les tableaux, on va dire, multidimensionnels. Tableau multidimensionnel, ça va être, c'est un nom barbare pour dire que c'est des tableaux imbriqués, des tableaux associatifs imbriqués. On va écrire array, d'accord? On va commencer par
par exemple, tenez, on va faire ville, d'accord? Hop, on crée donc la clé ville, ça je le pousse. La clé ville, elle va être composée de quoi? Eh bien, elle va pas être composée d'une simple valeur, elle va être composée, ça aurait pu être Paris par exemple, là, on reste dans le type tableau associatif basique. Non, là, on va faire un sous-niveau, ville. On va pas mettre une valeur directement, on va remettre un tableau. Donc on rouvre un array, et dans ce array, là, on va pouvoir enchaîner ville, par exemple. On saute à la ligne, on décale un cran. Paris. Marseille. Ah, attention, à chaque fois, il faut séparer entre guillemets chaque élément. Voilà, on l'écrit comme ça. Marseille, Lyon, admettons. Voilà. Ça, c'est la valeur pour ville. Après, on pourrait mettre, par exemple, nombre d'habitants. Et pareil, nombre d'habitants. Ça serait 1500, enfin 15 000, je sais pas, non, je pourrais, excusez-moi, on enlève les guillemets, ça pourrait être 15 000, 50 000, 5 millions, admettons. Et voilà. À chaque fois, vous voyez le principe. Ah, j'ai oublié là, par contre, de faire de mettre le mot-clé array, voilà. On va s'arrêter sur ça. Vous voyez le principe, vous faites la ville. Dans la ville, il y a Paris, Marseille, Lyon. Dans les nombres d'habitants, il y a 15 000, 50 000. Je suis obligé de les laisser coller. 15 000, 50 000, 5 millions. Voilà. Donc là, on a un tableau multidimensionnel. C'est-à-dire qu'en fait, on a un mixte entre un tableau associatif, clé, valeur, et dans ce tableau associatif clé, valeur, la valeur, c'est un tableau à liste. Paris, Marseille, Lyon. Deuxième liste, nombre habitants. Deuxième tableau, nombre habitants, tableau associatif, c'est la clé. Array, et c'est une liste les valeurs. Comment on va accéder à ça? Déjà, sans boucle. Si je veux accéder par exemple à Marseille, bien logiquement en fait, vous allez faire echo. Je vais cacher la boucle pour l'instant. Voilà, elle est cachée. On va faire echo utilisateur, le nom du tableau. Mais utilisateur quoi? Eh bien, entre crochets, la clé, parce que vous avez utilisateur ville, vous avez utilisateur nombre d'habitants. J'avoue que j'aurais pu changer pas utilisateur hein, comme nom de variable, c'est pas très clair, hein, mais bon. On va mettre tableau, hein, comme ça on n'embrouille personne. Voilà, donc admettons on va accéder à Marseille. Marseille, c'est un tableau à liste qui est contenu dans un tableau associatif. Et dans ce tableau associatif, quelle ligne? La ligne qui a la clé ville. Donc tableau ville. Et encore des crochets. La clé numéro 1. 0, 1, 2. Donc là j'écris 0. Point virgule. Vérifions, est-ce qu'on va tomber sur Marseille? Non, on tombe sur Paris. Parce que c'est 1, Marseille, pas 0. Je sais pas pourquoi j'ai écrit 0. Voilà, Marseille, ça fonctionne. Vous voyez? Donc, tableau multidimensionnel, on accède comme ça. J'espère que ça c'est bien clair pour ce système. Tableau ville, on accède à cette ligne-là. Si j'avais fait tableau nombre habitants, on aurait accédé à cette ligne. Tableau ville. Et ville 1. Donc, ville 1, c'est Marseille. Ville 0, Paris. Ville 1, Marseille. Ville 2, Lyon. Au lieu de tableau ville, j'aurais fait tableau nombre d'habitants. Et bien, dans ce cas-là, tableau nombre habitants, 1, j'aurai 50 000. Voilà,
50 000. Vous comprenez? J'ai mixé, mais ça pourrait être aussi, au lieu d'être premier ensemble, une clé, un tableau associatif, deuxième sous-ensemble, un tableau numérique, un tableau, une liste, ça pourrait être deux fois un tableau associatif. Hein. C'est-à-dire que ça pourrait être Paris, capitale, Marseille, deuxième ville de France, voilà, etc., etc. Je ne sais pas si c'est vraiment Marseille, c'est la deuxième ville de France, c'est peut-être Lyon, mais bon, bref. Pour l'exemple, ce sera comme ça, troisième. Voilà. Et dans ce cas-là, on n'accède plus. Alors, on n'accède plus à Marseille en faisant ville 1, on fait ville Marseille. Et ça vous donnera comme valeur deuxième ville de France. Vous voyez ? Deuxième ville de France. Voilà le principe. J'espère que c'est clair. Je vous invite vraiment à tester ça, à parcourir le tableau de cette façon, parce que il faut que ça peut paraître pas forcément simple comme ça, mais il faut vraiment que ça soit plus abstrait, que vous sachiez vraiment entrer dans un tableau facilement. Voilà. Autre exemple, on va faire un autre tableau. Alors, on va en faire plusieurs. Voilà, j'efface. On va créer un tableau utilisateur. Non, on va faire un tableau article. Ok, égal array, c'est un tableau. Ce tableau article, on va considérer qu'il va être constitué de plusieurs articles d'un blog. Bon, vous savez, en PHP, faire un blog c'est commun. Eh bien, on va voir une version très simple de comment afficher les articles d'un blog avec un titre, un contenu et un auteur. Voilà. Donc tout ça, ça va être contenu dans dans la variable, dans le tableau article. Article avec un S même, je vais mettre. Comme ça, c'est bien clair pour tout le monde. Ce tableau, il va être constitué de quoi? Il va être constitué d'une liste d'articles. Mais on en veut plusieurs. Ça va être un blog qui a trois articles. Qu'est-ce qu'on fait? On ouvre le tableau array. Donc là, on ouvre le tableau géant, c'est l'article, les articles. Dans ce tableau, il y aura plusieurs lignes. C'est-à-dire, chaque ligne correspond à un article. Donc, on va créer la ligne numéro 1. Cette ligne numéro 1, dans un tableau à liste basique, vous auriez écrit un élément. Élément 1, élément 2, etc. Ça, c'est un tableau à liste basique. Et vous auriez, pour accéder à élément 1, vous auriez fait article 0. Et élément 2, article 1. Bah là, cet article 0, il va pas être aussi simple qu'un simple élément, ça va être lui-même un tableau. Alors, à la place, on écrit array, aussi de nouveau. Voilà, un array dans un array, un tableau dans un tableau. Et dans cet array, ce tableau, ce deuxième tableau, lui est associatif. Il va contenir les valeurs suivantes, titre, donc titre vaudra mon premier titre. Ensuite, nous avons l'auteur, qui contiendra tabsec, c'est mon pseudo sur knamite.fr, et contenu de l'article, et là, il sera composé d'un lorem ipsum. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un lorem ipsum? C'est du texte en latin qui ne veut pas dire grand-chose, enfin, à moins que vous connaissiez le latin, et qui sert à générer du contenu sans qu'on se soucie de vraiment ce que ça veut dire et de le lire, parce que bah, pour nous, ça représente rien. Voilà, on a un titre, un auteur, un contenu. On a notre premier article. On fait virgule à la fin de la parenthèse qui ferme la première ligne. Le premier élément de ce tableau, c'est celui-ci, entièrement, jusque là. Ça, c'est le premier élément. On va écrire un deuxième élément, donc on va faire une virgule là. Bien la ligne, on essaye de se mettre à peu près dans l'axe pour que ce soit lisible. Et on écrit le tableau numéro 2. Et ce tableau numéro 2, là je vais copier-coller, hein, il faut pas hésiter quand même des fois. Voilà, le titre, ça sera mon second article.
mon second titre. L'auteur sera toujours moi, et du texte en latin. Et, vous l'aurez compris, troisième virgule, pour un troisième élément de notre super tableau article. Et voilà, on en fait un dernier. Voilà. Titre, mon troisième titre. On a fini les éléments. On ferme donc la parenthèse de notre troisième élément, de notre super tableau, et puis on ferme la parenthèse de notre super tableau tout court. Et toujours le point virgule. Voilà, nous avons déclaré là notre super tableau, notre article. C'est un tableau multidimensionnel. La première dimension, c'est un élément. Voilà, la première dimension elle est constituée de 3 éléments. Et la seconde dimension est constituée aussi de 3 éléments. Titre, auteur, contenu. Vous comprenez? Ça peut être sans fin comme ça. Hein. Titre, on aurait pu écrire array et ouvrir encore d'autres choses, etc., etc. On va regarder avec le débugger echo printer article, le nom de notre tableau, ce que ça donne. Voilà. C'est pour ça que là ça prend tout son sens, le printer. Ça vous montre facilement le contenu d'un tableau. Donc nous voyons bien, nous commençons à deviner nos articles de blog. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire quand même, c'est de les mettre en forme, un minimum. Et c'est là que notre fameuse boucle for each va intervenir. On va cacher notre débugger, on va dire bonjour à notre boucle for each, et c'est parti. Comment on va faire? On va dire for each article as $clé $valeur. Alors là, en fait, la clé va pas nous intéresser. On le met par habitude. Je vais en profiter pour vous dire qu'on n'écrit pas couramment en programmation. On s'ennuie pas à écrire à chaque fois $clé $valeur. Déjà, on aime bien parler en anglais en programmation. Donc, s'il fallait écrire quelque chose aussi long, ce serait key value. Mais même ça reste long. Personnellement, je mets $k, $k, $v. Voilà, for each article as $k, $v. Donc, quand on fait ça, qu'est-ce que ça nous récupère? À chaque itération de la boucle, ça va nous récupérer le premier élément du tableau, le deuxième, le troisième. Seulement, ça reste quand même encore un nouveau tableau. Donc si là je m'amuse à écrire echo $v, attention, $v c'est-à-dire la valeur du grand tableau, première valeur ça va être ça. Bah, si j'écris ça, vous allez voir en fait 3 fois value apparaître. Ah, petit bug, commentaires qui sont pas bien fixés. Oui, c'est là, j'ai fermé PHP. Hop, pardon. Voilà, vous voyez 3 fois array. C'est pas ce qu'on veut ça. Forcément, mais parce que ça c'est aussi un tableau. Donc il faut encore faire une boucle à l'intérieur de la première boucle pour parcourir chaque élément de ce deuxième tableau. En fait, vous avez deux solutions. Ou vous savez d'avance les clés de chacun vous connaissez toutes les clés de votre tableau, donc de ce nouveau tableau, et dans ce cas-là, vous allez écrire $v titre, pardon, voilà, écho $v titre, petite concaténation, hop, un petit soit aligné avec une balise BR, et dans ce cas-là, écho $v titre, écho $v auteur. Ouais, je vais copier-coller à chaque fois parce que $v auteur, écho $v contenu, première solution. Vous voyez voir, ça va fonctionner. Mon premier titre, l'auteur c'est AppSec, et le contenu lorem ipsum, etc. Et pour que ce soit vraiment clair, on va le mettre aussi en page, echo h1 concaténation. Hop, on referme notre h1 et on enchaîne avec la balise BR. Auteur, on va laisser comme ça,
contenu, on va le mettre dans des balises P, qui veut dire paragraphe, en HTML pour ceux qui auraient éventuellement pas suivi les cours. Voilà. Ça va. Voilà. Vous voyez de façon archaïque, mais l'idée est là, chacun de nos articles de blog. Mon second titre, auteur, mon troisième titre, auteur. Vous voyez? En une seule boucle, je parcours l'ensemble du contenu de ma variable et je la mets en page. Ça, c'est vachement pratique. Voilà, $v titre. J'espère que vous avez compris le principe. On parcourt dans un premier temps le super tableau. $clé, $v. Là, on n'a pas besoin d'utiliser la clé. Le tableau, le premier élément du tableau. Voilà. On utilisera la valeur et cette valeur, on vous spécifie V titre, V auteur. On veut qu'on affiche ce que vaut la clé auteur. Voilà. Ou alors, et vous savez pas, le $v là, donc admettons le premier élément, il y a le premier tableau, il n'y a pas que 3 éléments à l'intérieur, 3 clés, et il y en a admettons 250. Là, vous n'allez pas connaître le nom des clés des 250. Voilà, vous n'allez pas connaître les 250 clés de votre tableau, le nom des 250 clés de votre tableau. Dans ce cas-là, pas faire comme ça. Je vais copier-coller le tableau, comme ça je vous le laisse à vue. Je vous le commente. On va faire une boucle imbriquée. Donc, for each, ce coup-ci, on veut parcourir for each $v, qui correspondra à chaque fois à un tableau. For each $v as $, alors je vais mettre kk, $vv. Pourquoi je double les lettres? Parce que si je laissais $k, ça rentrerait en conflit avec celui de dessus. Vous voyez? $kk, $vv. On ouvre les crochets, les accolades. Et là, vous pouvez écrire echo $v. Parce que là, le $v, c'est plus un tableau, donc il n'y a pas besoin d'écrire le tableau et la clé qu'on veut afficher. C'est plus qu'un élément, ça marche aussi. Sauf que là, ce sera plus du tout mis en page. Ah non, petite erreur. Je vérifie. Et oui, echo $vv, pas $v. Voilà. Et voilà, ça marche. Bon, par contre, c'est pas mis en page. Il faudrait que je rajoute pareil, une petite concaténation, un petit BR. Voilà. Seulement, le petit inconvénient, là, pour l'exercice, c'est que en faisant ça, comme vous n'avez pas le nom de la clé, vous ne savez pas le type de contenu, donc vous ne pouvez pas vous amuser à mettre ça en page en mettant des balises H1 ou des balises P. Parce qu'en fait, vous ne savez pas encore $vv ce que ça vaut. Bref, je suis pas certain d'avoir été le super clair, mais bon. Écoutez, je viens faire un troisième essai, avec quand même quelque chose de plus simple. Là, je vous ai montré un petit peu. J'ai été peut-être un peu fort d'entrée, mais quand même, ça devrait aller. Je vais reprendre un exemple trivial. $voiture est égal à array. Non, on va mettre plutôt dollar maison est égal à array pièces, les pièces de la maison, qui est aussi un tableau On va mettre salle de bain, cuisine, salon. On prend bien l'habitude, vous voyez, de le mettre en ligne, c'est quand même tout de suite plus lisible. Non, pas pour les tableaux à liste, que pour les tableaux associatifs. Là, c'est pas la peine. On ferme les points virgules. Donc voilà, maison comme ça. Ça, c'était la première ligne. Deuxième ligne. Vous voyez, je vous en montre de tout type. Là, ça va être maintenant. Pardon, ça va être. Excusez-moi. Ça va être superficie.
Voilà. Pareil, on peut avoir salle de bain 20 en mètres carrés. Dans ce cas-là, là on est dans un tableau associatif, plus dans un tableau à liste. On va avoir salon. C'est vraiment des exemples un peu pris sur le tas là. Voilà. On ferme l'intégralité du tableau. Pour être vraiment clair, vous voyez, mettez-les sur les mêmes niveaux, un peu comme en HTML les balises. Voilà. Là vous avez un tableau associatif. La maison, premier élément de ce tableau, ça va être les pièces. On énumère les nombres de les pièces qu'il y a. Le deuxième critère, ça va être la superficie. Et là, pour être précis, on va donner la superficie de chaque pièce. Donc la clé, ce sera salle de bain, sa superficie 20 mètres carrés, salon 40. On avait oublié, c'est vrai, cuisine. Admettons 15. Voilà. Donc pour parcourir ce tableau, admettons je voudrais récupérer la superficie. Je voudrais écrire le salon fait 40 mètres carrés. Comment je vais faire? Bien, je vais écrire écho le espace, je concatène, donc je vais mettre deux points et à l'intérieur je vais mettre $maison, j'ouvre les crochets, le salon fait 40 mètres carrés, je vais mettre le maison pièce, non, on va pas faire comme si, voilà, maison pièce, et là on va mettre hop l'élément de maison pièce, ça va être le troisième, donc 2, puisque ça commence par 0, attention, le maison pièce 2, le maison pièce 2, hein, le salon ça donne, fait, espace, on reprend notre tableau maison, ce coup-ci superficie, voilà, superficie, et ce coup-ci 40 on veut, donc là on écrira salon. Voilà, en fait cet exemple, voilà, hop, espace, voilà, mètre carré, et on ferme. Voyons ce résultat, le salon fait 40 mètres carrés, ça fonctionne. Alors, c'est un bon exemple, parce que on a là une combinaison tableau associatif avec liste à l'intérieur imbriqué, et là tableau associatif avec encore de l'associatif imbriqué. Mais voyez, on peut vraiment tout mixer quoi. Bon, j'espère que j'ai été clair sur les tableaux, on aura l'occasion d'y revenir, c'est super important. Commettez pas l'erreur de vous dire bon j'ai vite fait compris, mais bon je préfère faire l'impasse. Non, ça faut que ce soit acquis, il faut que vous sachiez récupérer vraiment n'importe quel élément d'un tableau, ou de cette façon, ou en faisant un for each. Maintenant nous allons parler des fonctions. Les fonctions, c'est très important en PHP, comme dans tout langage de programmation, ça va vous permettre d'éviter de réécrire plusieurs fois du code. Voilà, comme on dit dans la programmation, c'est les programmeurs, les codeurs sont feignants, parce qu'en fait ça veut dire derrière cette blague, ça veut dire qu'on essaye de faire du code propre, et le but dans l'informatique, enfin dans la programmation, c'est de ne pas réutiliser, réinventer à chaque fois la roue, faire de la redondance. On n'aime pas ça en informatique. Alors voilà comment ça fonctionne une fonction. Eh bien, admettons, je veux faire un calcul mathématique. Par exemple, je veux multiplier un nombre par 2. Je vais écrire par exemple $résultat, une variable, est égal à 2 fois 2. Si après je fais écho résultat, je vais bien avoir 4. Ok, voilà. Bon. Maintenant, je veux pas à chaque fois me taper un nombre, n'importe quel nombre à multiplier par 2, je veux pas à chaque fois avoir à faire l'opération. Vous allez dire c'est pas bien compliqué de faire 4 fois 2, ça coûte rien. Si je voulais faire une opération qui consiste à faire 4 fois 2 plus 5 fois 54, voilà, je dis n'importe quoi, bah
si ce nombre varie tout le temps, mais que à chaque fois on veut appliquer à un nombre fois 2 plus 5 fois 54, on ne veut pas avoir à l'écrire à chaque fois. Bon. Dans ce cas-là, on va créer une fonction. On va créer une fonction qu'on nommera par exemple mon opération. Voilà, l'exemple est trivial encore une fois. Pour déclarer une fonction, on utilise le mot-clé function. Voilà, function, espace, son nom, là on va l'appeler mon opération. On ouvre et on ferme les parenthèses, on ouvre et on ferme les accolades. Voilà. Et on a donc notre première fonction, fonction mon opération. Cette fonction, elle doit prendre en paramètre. Elle doit prendre en paramètre le nombre qu'on veut multiplier, le nombre avec lequel on veut, sur lequel on veut appliquer notre opération. Eh bien, ce nombre, on va l'appeler nombre, tout simplement. Et à l'intérieur de la fonction, il va se passer exactement cette opération-là. Enfin, ce morceau-là exactement. On va le copier, on va le mettre là. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que la variable finale, elle est égale à nombre, c'est-à-dire elle sera égale au nombre qu'on mettra en paramètre à notre fonction, et qui est matérialisé par la variable nombre, que on multipliera par 2 plus 5 fois 54. Et à la fin, on utilisera le mot-clé return pour retourner le résultat de variable finale. Return variable finale. Voilà. Ce qui fait que après, quand on a créé notre première fonction. Prenez l'habitude dans cette fonction de la documenter. Là, j'ai créé une fonction mon opération. Alors, en vrai, il faudra mettre un nom plus explicite. Mais votre fonction, voilà, mon opération, elle prend en paramètre un nombre. Et ce nombre, qu'est-ce qu'on fait? On déclare une variable finale qui sera égale à ce nombre fois 2 plus 5 fois 54. Et on retourne la variable finale. Vous appelez encore une fois comme vous voulez cette variable. Par contre, le paramètre au départ, la variable en paramètre, vous la nommez comme vous voulez, mais après pour l'exploiter, il faut bien la réutiliser. Hein. Si là je mettais pas nombre, que je mettais chiffre, ça arrivera à rien, chiffre n'a pas été déclaré. C'est le paramètre, il est déclaré là, nombre, donc c'est bien lui qu'il faut utiliser après. Hein. Voilà. Comme ça, comment on l'utilise? On fait tout simplement résultat, une variable résultat est égale à mon opération, par exemple 4. Et après on écho le résultat, on écrit le résultat. Là mon opération 4, ça va nous rendre la fonction, elle va le traiter, elle va remplacer nombre par 4, elle va dire que la variable finale ça sera égal à donc 4 fois 2 plus 5 fois 54, ça fera un résultat qu'on va regarder, et on retourne ce nombre final. C'est ce qui permet de voir que ça fait 278. Voilà. Vous avez juste à changer ce nombre et mettre celui que vous voulez, et ça vous sortira à chaque fois le résultat de l'opération 302. Voilà. Ok, 85, etc., etc. Voilà. Alors comme je vous disais, pensez à commenter, à documenter une fonction. Pour ça, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des annotations. Alors on avait vu les commentaires multilignes, simple ligne, les commentaires multilignes. Voilà. Maintenant, on a aussi ce qu'on appelle les annotations. Les annotations, c'est pratique pour les fonctions. Ça consiste à faire un slash, 2 étoiles, sauter à la ligne, vous faites des étoiles pour autant de lignes que vous voulez, et vous concluez par 2 étoiles, un slash. Et après, vous faites des arrobases. Arrobase name. C'est pour nommer voilà, votre fonction. Donc là, notre fonction, elle s'appelle opération. Arrobase description. Vous décrivez ce que fait votre fonction. Par exemple, description, ça peut être, pour le cas présent, fonction qui multiplie par 2 un nombre et
lui ajoute 5 fois 54. Après, param, donc là, ça va être le nom de la variable qu'on passe en paramètre, nombre, et return, ça va être la variable qui est ressortie, qui sort au final, variable finale. Voilà. Ensuite, c'est bien dans la documentation d'expliquer, si on peut, le type, c'est-à-dire param nombre. Qu'est-ce qu'on attend là? Eh bien, on attend pas n'importe quoi. En 85, là, si je mettais voiture, vous allez voir qu'il va se passer un résultat bizarre. Ça met 270. En fait, ça se contente de faire 0 fois 2, 0, plus 5 fois 54, 270. Ça vous sort un résultat erroné. Parce que là, nous, on attend un nombre. Donc, un nombre, ça va être forcément sans guillemets. Donc déjà, dans notre documentation, la param, on pourrait mettre entre parenthèses int, pour expliquer que le paramètre qu'on attend, c'est nom. Et en return, pareil, on peut mettre que c'est un int, c'est-à-dire que variable finale contiendra un nombre à la fin. Voilà. Et là, si vous voulez être sûr que il n'y ait pas de problème avec votre fonction, vous pouvez utiliser une condition. Vous mettez if $nombre, vous mettez ça, isInt, première fonction que je vous montre, if isInt nombre, ça veut dire et si ce nombre est bien un integer, un int, c'est-à-dire un chiffre, et pas une chaîne de caractères, alors on exécute la fonction, quoi. On exécute le code. Else, sinon, on peut mettre die, qui veut dire arrêter le code, avec un message d'explication. Le paramètre doit être un int. Voilà. On teste tout de suite ça. Là, pas de problème, ça sort 370. Si mon opération 50, je le remplace par Toto, voilà, vous avez le message d'erreur. Le paramètre doit être un int. Ok, ça évite les problèmes. Ah, ça c'était la petite parenthèse. Pour finir aussi avec la documentation, pourquoi faire ces annotations? Parce qu'après, il existe des logiciels en PHP qui vous permettent documenter votre code. Quand vous aurez un code de, je sais pas moi, 5000 lignes, avec plein de fonctions, et vous verrez après la programmation objet, plein de classes et compagnie, si vous devez à chaque fois à la main créer un fichier Word ou autre et écrire ce que veut dire chacun de morceaux de vos codes, bah c'est fastidieux. Tandis que si vous prenez l'habitude quand vous créez une fonction de faire ça, hein, et bien après votre logiciel d'auto-documentation, il va parser votre code et à chaque fois qu'il va tomber sur des annotations, il va transformer ça en documentation lui-même. Et lui-même se chargera d'écrire par fonction, par classe, exactement ce que vos annotations. Donc c'est pratique. Vous n'êtes peut-être pas obligé dans les débuts de respecter ces bonnes pratiques, mais je vous conseille de garder ça en tête, ou du moins si vous le voyez quelque part, pour être sûr. Okay, donc voilà, on a vu ce que c'était une fonction et comment l'utiliser. Alors ça c'est une fonction, je vais enlever le côté int, je vais la vérification de typage. Ça c'est une fonction, si vous voulez, basique, et qui retourne quelque chose. Il y a return. Mais vous pouvez avoir des fonctions qui retournent rien. Par exemple, j'écris une fonction qui m'est pratique, j'écris une fonction qu'on va appeler debug. C'est moi qui choisis le nom. Function debug. Hop, voilà. Qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais créer cette fonction pour éviter à chaque fois que je veux consulter le contenu d'un grand tableau, d'avoir à taper ce qu'on avait vu tout à l'heure, encore, echo, pré, vous voyez, ça c'est chiant à écrire, printer, là-dedans le nom du tableau à explorer, et puis refaire un pré à la fin. Vous voyez, je perds un peu de temps. Si à chaque fois je dois faire ça, eh bien, voilà, je perds du temps.
qu'est-ce que je vais faire? Et ben ça, une fois pour toutes, on va le mettre dans une fonction qui s'appellera debug, et on n'aura plus à écrire tout ça quand on veut explorer le contenu d'un tableau. On aura juste à écrire debug, le contenu du tableau. Donc je prends ça, je le mets dans ma fonction, ok, voilà. Elle prend en paramètre cette fonction le tableau, donc l'arrêt, le tableau de type arrêt, le tableau qu'il faudra débugger. Et là, je remets array aussi. Et voilà. Et là, ce tableau, il n'y a pas de return à la fin. Ce tableau, il se contente d'exécuter le code qu'il y a dedans. Et il renvoie aucune variable de sortie. Il prend une variable en entrée, c'est un tableau. Il renvoie pas une variable. Il exécute un code avec cette variable. Donc, cette fonction ne renvoie rien. Pour l'utiliser maintenant, on va zapper celle-là. Je vais écrire. Je vais créer un tableau déjà. Cette fonction elle est faite, je la laisse là-haut. À la suite de la première, j'ai deux fonctions maintenant. Puis là, je vais créer un tableau basique, hein, array. Je vais, pardon. Voilà, je vais créer utilisateur user. Voilà, en anglais. Maintenant, on va parler user non Toto. Voilà, la même fonction que tout à l'heure. Prénom Jean. Voilà. Et puis voilà, âge d'ab. Voilà, 30. Ok. Et bien, maintenant, pour débugger le contenu de ce tableau, ou de n'importe quel autre tableau que vous aurez déclaré, bah vous faites debug user. Voilà, c'est tout. Ça fonctionne, vous voyez, nom, Toto, prénom, hop. Et vous n'avez plus à vous écrire à chaque fois ça. Et alors écrire. Vous savez que maintenant, dans un coin de votre tête et dans un coin de vos fichiers PHP, vous avez créé une fonction. Et ben voilà, pour l'utiliser sur un tableau, vous n'avez plus qu'à faire ça. Notez que printer fonctionne aussi sur une variable. Ça sert à rien, mais ça sert à beaucoup moins, mais vous pouvez, si je fais user égale Toto, voilà, bah je fais debug user, voilà, vous verrez Toto apparaître aussi. Ok, ça c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre là-dessus? Voilà, on va parler... Ah oui, je voulais préciser une chose. Dans une fonction, les variables que vous déclarez à l'intérieur d'une fonction ne peuvent pas être utilisées dehors. Exemple, on a créé une première fonction mon opération. À l'intérieur, j'ai déclaré la variable finale est égale à nombre fois 2 plus 5 fois 54. Si là j'écris, vous pourriez vous dire mais pourquoi s'embêter à écrire return variable finale, il suffit d'écrire echo variable finale. D'accord, moi je vous dis ok, faisons, écrivons. Qu'est-ce qu'on va voir? Une erreur. Undefined variable finale, qui veut dire la variable finale n'a pas été déclarée. Je vais en venir à la chose suivante. Toute variable déclarée dans une fonction n'existe que dans la fonction en question. Donc variable finale, elle n'existe que dans cette fonction. Voilà. De même, si je déclare ici une variable, test, que je dis qu'elle est égale à test, et qu'à l'intérieur de cette fonction, si je crée par exemple une troisième fonction, function, qu'on va appeler test aussi, tiens, je passe rien en paramètre à cette fonction, et qu'à l'intérieur j'écris echo test, donc cette fonction, elle devrait sortir quand je l'utilise echo test. On va essayer, on va écrire test, on va lancer la fonction, voilà. Et pareil, ça dit undefined variable test. Cette variable, voilà, ça vous montre même dans la ligne 15. Ligne 15, voilà. Il ne reconnaît pas test, même si on l'a déclaré là-haut. Vous ne pouvez utiliser dans une fonction que ce que vous avez passé en paramètre comme variable, ou ce que vous avez déclaré comme variable à l'intérieur. Vous ne pouvez pas utiliser quelque chose de l'extérieur. Ok? Bien. On va enlever celle-là.
Autre chose, vous ne pouvez pas non plus écrire 2 fois return dans une fonction. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple? Function, fonction nombre pair. Ok. On pourrait créer $2 égale 2, et allez, mettons $4 égale 4. Ok. Admettons, je veux ressortir les deux nombres. Je fais return $2 et return $4. On va lancer la fonction. Voilà, donc celle-là s'appelle nombre pair. On fait nombre pair. Qu'est-ce qui va se passer? Nombre pair. Voilà. Ah oui, il faut que j'écrive echo. Voilà. Echo nombre pair. Pardon. Parce que cette fonction non. Et voilà, elle va ressortir que 2. C'est-à-dire qu'en fait, la fonction va s'arrêter dès qu'elle va voir le mot-clé return. Ce sera la dernière ligne. Donc là, la fonction, elle déclare une variable 2, une variable 4, on lui dit return 2, toc, elle se coupe. Et ça, c'est pas interprété, ça s'arrête à là. Vous ne pouvez pas utiliser 2 fois le mot return dans une fonction. Return, c'est la fin, c'est la dernière ligne. Ce que la fonction va rendre, elle va renvoyer, va lancer en sortie. Donc elle va lancer 2, et puis elle lira pas la suite, parce que pour elle, la fonction elle est terminée. Donc vous pouvez vous dire, bah, alors une fonction on renverra jamais qu'une seule valeur à chaque fois. Et non, elle peut quand même en renvoyer 2. Là, j'aurais dû faire return array, et on revient à nos sacro-saint tableaux, array 2, 4. Voilà. Et là, si je fais, par exemple, si je fais debug, qui est la fonction qu'on a créée plus haut là, debug nombre pair, eh bien ça va faire comme si nombre pair, on est d'accord que quand on l'exécute, ça va renvoyer à présent un tableau. Donc on met ça dans l'autre fonction qu'on a créée, debug, qui est une fonction qui nous permet de voir le contenu d'un tableau. On devrait voir quelque chose. Et voilà, ça fonctionne. On n'a fait qu'un return, mais on a rendu plusieurs valeurs sous forme d'un tableau, qui là est un tableau simple, et pas associatif, un tableau à liste. Oui. Et ça marche. Bon, je vais arrêter là pour l'instant sur les fonctions. On va avoir bien le temps d'en reparler plus tard. Je vais juste vous parler de 2 fonctions. Alors parce que ça c'est les fonctions que vous créez vous-même. Dans PHP comme dans tout langage de programmation, il y a les fonctions maison, celles que vous fabriquez, et les fonctions natives au code comme echo, quelque chose, echo du texte, c'est une fonction, la fonction echo. Ou print aussi, quoi. Vous voyez, c'est des fonctions natives à PHP qui existent déjà. Comme printer, voilà. Bon, bah là je vais vous apprendre 2-3 fonctions qui font la même chose, hein, c'est juste leur variable, leur variante, pour justement organiser un petit peu vos fonctions. Par exemple, la fonction include. Voilà, include. À quoi ça sert include? Ça sert à inclure dans le fichier où la fonction include est écrite des morceaux, enfin des fichiers extérieurs. Alors, admettons je crée un deuxième fichier là. On va le sauvegarder, save as tuto2.php. Donc maintenant on va avoir tuto 1, celui sur lequel on travaille, et tuto2.php. Ok. Je vais prendre toutes mes fonctions là. Ok. Je vais les copier dans tuto2. Voilà. Ah, n'oubliez pas de créer une variable, une balise PHP. Hein. Bon. Et fermante. À ce sujet, petit point aussi. Vous ouvrez une balise PHP si il n'y a que du PHP dans le fichier, comme c'est le cas là. Vous voyez, il y a une balise PHP et on fait que des trucs en PHP.
vous n'êtes pas obligé de fermer la balise. Voilà, vous pouvez rester comme ça. Ça fonctionnera. À partir du moment où vous voulez écrire du code HTML, vous allez déjà d'une part être obligé de fermer votre balise PHP, après écrire votre code HTML. Alors là, dans ce cas, vous serez obligé, si vous rouvrez une séquence PHP, faire du code PHP, de refermer. Mais s'il n'y a vraiment que du PHP dans le code, vous laissez comme ça marche. Bon, donc j'ai mis mes 3 fonctions dans tuto2.php, ok. Et dans tuto 1, donc je les efface maintenant. Elles sont là. Pardon, problème de cliquage. Voilà. Mes fonctions sont mises dans tuto2.php. Dans tuto 1, il n'y a plus de fonctions. Si je veux utiliser ma fonction debug nombre pair maintenant, eh bien, parse error. Ah, première erreur, ligne 3, déjà, effectivement, le include vide, c'est une erreur. Donc, on enlève. Et donc, je peux utiliser, appeler une fonction, et j'enlève tout le reste. Là, ça va me sortir une erreur. Call to undefined function debug. Ça me dit que j'appelle la fonction debug, mais que cette fonction, elle ne la connaît pas. Forcément, j'ai déplacé tout dans un deuxième fichier. Ce deuxième fichier, ce fichier numéro 1, lui, le connaît pas. C'est là que rentre en action include. Include. Et là, qu'est-ce que je mets? Je vais mettre tuto2.php. Et là, si je recommence, là, ça refonctionne. Cette fonction, elle permet donc d'inclure dans cette page le contenu de la page qu'on passe en paramètres. Donc là, le contenu de tuto2.php. Là, c'est simple parce que c'est sur le même niveau. C'est-à-dire que dans mon arborescence, j'ai tuto.php, tuto2 dans le même répertoire. Sinon, ça reste les histoires de liens relatifs. Vous pouvez faire comme ça, ou mettre mon répertoire, enfin le répertoire, où vous naviguez. Tout ça, je vous apprends pas comment on navigue dans des répertoires, mais le principe c'est ça. Après, vous avez aussi require tuto2.php. Alors, hop, je vais commenter celle-ci. Voyons. Ça marche aussi. C'est quoi la différence entre require et include? Eh bien, include, que je dise pas de bêtises, si je mets include tuto3.php, ça fait... Voilà. Si j'inclus tuto3.php, il n'existe pas déjà ce fichier, donc j'ai une erreur. Mais c'est une erreur de type warning. C'est une erreur qui n'empêche pas le code de s'exécuter. C'est-à-dire, ça va dire, attention, vous êtes en train d'inclure tuto3.php qui n'existe pas. Donc on va inclure du vide. Donc la différence, en fait, c'est que entre include et require, include, ça va vous lever une erreur de type warning, et require, une erreur de type fatal error, ou strict, je crois. C'est-à-dire que il y en a un, ça va pas empêcher la suite de s'exécuter, le second, ça va couper net le code. Je vous montre, je vais inclure debug, hop, je vais inclure tuto3.php et écrire après echo hello world. Qu'est-ce qui va se passer? Le hello world, voilà, je vais avoir des warnings. Il aime pas PHP, il me dit, dis donc, vous voulez inclure un fichier qui n'existe pas. Bon, après avoir crié, il fait quand même la suite, hello world. La même chose avec require. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Là, il crie et il arrête quoi. D'abord, il dit un warning, tuto 3 n'est pas reconnu, et après, il dit erreur fatale. Vous utilisez un require qui ne donne rien, on arrête le code. Voilà. Après, vous avez la troisième variante qui est require once, voilà, ou include once. En fait, ça c'est la même chose, à chaque fois ça fait la même chose, mais en plus,
ça veille à ce que ce soit inclus qu'une seule fois. Voilà. Require once n'ira inclure qu'une seule fois un fichier. Par exemple, dans tuto2.php, je vais écrire. Ah, m'embête, je voulais pas effacer fonction, donc on va les commenter. Voilà. Du coup, si on va quand même fermer le code PHP, voilà. Là, je vais inclure test, ok, tuto2.php. Si je fais donc include tuto2.php et que j'écris hello world, vous allez voir, ah, pardon, quelque chose qui va pas, c'est, je vérifie, printer array function nombre pair. C'est assez bizarre. Oui, ah oui, intéressant. En fait, on a inclus ce morceau de fichier. On va l'enlever ça. Voilà. On va le supprimer, tant pis. Voilà. J'inclus ça, test. Voilà. Le test est mis, vous voyez, il a été inclus dans ma page. Include Toto2. Il a remplacé donc par test. Voilà. Ça, vous voyez bien, le include fonctionne. Maintenant, si je refais include, voilà, tuto2, deux fois je le fais, ben vous avez deux fois test. C'est-à-dire qu'il n'hésite pas, lui. Hein. Vous lui dites deux fois include de tuto2.php, deux fois il va l'inclure. Tandis que si vous faites include once, qu'est-ce qui va se passer? Observons. Et bien, il va l'écrire qu'une fois. Il va dire c'est bon, j'ai inclus tuto2, je ne le réinclurai pas une deuxième fois, même si on me le demande. Voilà. Et require once, c'est la même chose avec les propriétés de require. Ok. Bon. Voilà, donc là pour résumer, on a vu tout ce qui était variable, les petites opérations sur les int, sur les chaînes de caractères, les conditions if, else, les boucles while, for each et les fonctions. Je vais juste, il y a quelque chose qui m'a chagriné dans l'autre vidéo, c'est que je vous ai parlé des if, else et je vous ai pas montré une forme, la forme ternaire. J'aime bien vous la montrer parce qu'elle est pratique et parce qu'en plus elle est barbare, donc voilà, je suis un peu sadique. La fonction ternaire, la condition ternaire, vous avez une condition normale, ça va être if, condition code, par exemple if 4 plus petit que 5, echo, c'est vrai. On n'oublie pas d'échapper l'apostrophe, on ferme. Voilà, ça marche, vous voyez, c'est vrai, 4 plus petit que 5. Bon. Maintenant, vous allez dire, if 4 est plus petit que 5, on va dire que on va créer une variable $vrai, résultat égale vrai, hein. Else $résultat égale faux. Voilà. Si 4 est plus petit que 5, c'est vrai. Non, alors là ça va être ridicule, on va mettre nombre. Et là on va le déclarer, nombre égale 4. Voilà. Donc nombre égale 4. Si nombre est plus petit que 5, écho vrai. Sinon, résultat est égal à vrai. Sinon, résultat est égal à faux. Okay. Et à la fin de tout ça, je mets écho résultat. Donc là, on devrait voir apparaître vrai. Voilà, ok. Et si ce nombre, du coup, je mettais 7, faux apparaîtrait. Bon. Ben, maintenant, ça, là, on l'a écrit sur 6 lignes. Regardez, je le commente, et je vous ai écrit en version ternaire. Ça donne écho $résultat égale $nombre plus petit que 5, point d'interrogation, vrai, faux. On vérifie.
Voilà, ça on peut même l'enlever du coup. Voilà. Faux. Je B2. C'est vrai. Voilà. Donc la fonction, les conditions ternaires, c'est la variable finale. Vous voyez, dans cette condition, on a deux fois la même variable. Une fois, elle va prendre la valeur vraie, une fois fausse. Donc on condense tout ça, on dit que la variable finale, résultat, elle est égale à, entre parenthèses, la condition. Est-ce que le nombre est plus petit que 5? Point d'interrogation. En fait, c'est une question. Si c'est le cas, si c'est vrai, si le nombre est plus petit que 5, ça vaut vrai. Dans ce cas, on écrira vrai. Si ça vaut faux, dans ce cas, on écrira faux. Vous voyez le principe? Voilà, c'est comme ça. On pourrait la faire parce que la condition, elle vérifie et renvoie une valeur. Nombre plus petit, nombre qui vaut 2 plus petit que 5, ça renvoie à true, ça renvoie vrai. True en anglais, ça renvoie une variable booléenne qui vaut true ou false, vrai ou faux. Là, ça vaut vrai. Donc, voilà ce qu'on écrit en texte si cette condition renvoie vrai. Voilà ce qu'on écrit en texte si elle renvoie faux. On aurait pu écrire n'importe quoi à la place. Hein. Mais là, on aurait mis le texte qu'on veut qu'est la variable, la valeur qu'on veut qu'est la variable si c'est vrai, et là, la valeur qu'on veut qu'est la variable si c'est faux. Bon voilà, je m'étends pas plus là-dessus. De toute façon, si vous l'utilisez pas, c'est pas grave. Vous écrirez plus de lignes de code. Vous aurez le temps, quand vous aurez tout bien ingurgité, de revenir là-dessus et de faire des choses jolies, quoi. Mais je voulais quand même vous en parler.